Bienvenue dans Studio Ésotérique. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet vraiment fascinant. On s'est tous déjà demandé pourquoi certaines personnes, quand elles entrent dans une pièce, elles l'illuminent instantanément. Ouais, c'est clair. Alors que d'autres, elles semblent vider l'air de la pièce en genre 5 secondes, quoi. C'est une mécanique qui est invisible, mais tout à fait mesurable. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la fréquence vibratoire. Et c'est exactement ce qu'on va décoder aujourd'hui dans cette exploration approfondie. Et je suis super ravie d'en parler avec toi parce que le but aujourd'hui, c'est de dépasser la théorie. Notre audience connaît déjà les bases, on va pas leur réexpliquer que l'amour vibre plus haut que la peur, tu vois ? Ah non, on va pas perdre de temps avec ça. La mission, c'est vraiment d'ouvrir le capot, en fait, de comprendre la mécanique neurobiologique et surtout de donner une boîte à outils hyper pragmatique pour que chacun puisse changer son énergie au quotidien. Ouais, du concret quoi. Parce que c'est bien beau les discours du type « il suffit de penser positif », mais on sait tous que la positivité toxique, c'est un piège. Oh que oui, c'est même contre-productif. Carrément. Je veux dire, si quelqu'un me coupe la route et que je suis furieuse, je vais pas faire semblant de rayonner de joie. Du coup, ça m'amène à une question. Elle est où la limite ? Comment ça, la limite ? Si je hurle de colère au volant, est-ce que je viens de cracher ma fréquence pour toute la semaine ? À quel moment une émotion humaine normale devient une vraie baisse vibratoire ? Ah, c'est une distinction super importante. Faut savoir qu'il est biologiquement et psychologiquement sain de ressentir de la colère ou de la tristesse. C'est normal, quoi. Ouf, ça me rassure un peu. Tu m'étonnes. En fait, la neuroanatomie nous montre qu'une émotion pure, chimiquement parlant, ça a une durée de vie de genre 90 secondes dans le corps. Attends, 90 secondes, c'est tout ? Ouais, la vague de cortisol ou d'adrénaline, elle monte, et puis elle se dissipe. Le vrai danger vibratoire, il n'est pas dans ces 90 secondes. D'accord, donc c'est ce qui se passe après, j'imagine. Exactement. Le danger, c'est quand on choisit de rejouer la scène en boucle. Tu sais, tu rumines, tu t'installes dans l'amertume, et c'est là que l'émotion, qui était passagère, devient un état d'être permanent. Je vois. Donc le problème, c'est pas l'étincelle, c'est le fait de souffler sur les braises toute la journée, quoi. C'est une super image. Et pour comprendre comment éteindre cet incendie, il faut savoir où il brûle. Ce qui nous amène du coup à la structure même de notre énergie. Elle repose sur 4 grands piliers, c'est bien ça ? Émotionnel, mental, physique et spirituel. Tout à fait. Et le maître mot pour tous ces piliers, c'est l'équilibre. Sur le plan émotionnel, par exemple, on cherche la fluidité. Ouais, on veut pas de l'anesthésie, on veut juste que ça circule. Voilà. Sur le plan mental, le but, c'est vraiment de réduire ce bavardage incessant qu'on a tous dans la tête. C'est l'acceptation de ce qui est sans chercher à tout disséquer. Ok, et pour le physique, parce que souvent on l'oublie quand on parle d'énergie. Ah mais le corps, c'est le véhicule de cette énergie. Il exige des actions concrètes pour l'améliorer, ou alors une acceptation radicale. Si tu rejettes ton propre corps, tu crées une résistance énorme qui bloque tout. C'est hyper logique. Et le dernier, le pilier spirituel. C'est simplement de se percevoir dans une perspective plus vaste, tu vois. De dépasser un peu l'ego matériel. J'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur le pilier mental, si tu veux bien, parce que c'est souvent là que tout déraille. J'ai une analogie en tête. Vas-y, je t'écoute. On compare souvent ça à un vieux poste de radio où il faudrait changer de station pour capter la joie au lieu de la peur. Mais pour être plus moderne, c'est pas exactement comme un algorithme sur les réseaux sociaux. Ah, mais carrément ? Comment ça ? Si tu t'arrêtes 3 secondes de trop sur une vidéo qui te met en colère, l'algorithme capte ton attention et te sert 50 autres vidéos de colère derrière. Notre cerveau, il fait un peu la même chose avec la réalité, non ? Mais c'est une excellente métaphore. Biologiquement, ça correspond à ce qu'on appelle le système réticulé activateur. Le SRA, c'est ça ? Ouais, c'est un filtre dans le cerveau qui décide de ce qui mérite ou non notre attention. Si on passe ses journées à s'agacer des petits défauts des autres... L'algorithme interne se biaise, en fait. On entraîne notre cerveau à chercher des trucs agaçants. Exactement. Pour le reprogrammer et savoir sur quelle fréquence on est vraiment, il faut instaurer une perception consciente. Donc faire un bilan, se demander un peu est-ce que ma journée a été fluide ou est-ce que c'était un combat dans la boue ? Voilà. Et pour modifier cet algorithme, il y a une technique qui a l'air super simpliste mais qui est neurologiquement redoutable. Ah, je sens que ça va me plaire. C'est quoi ça ? C'est de tenir un petit journal de bord quotidien et, écoute bien, de s'attribuer des étoiles dorées. Attends, des étoiles dorées, genre comme à l'école primaire ? Oui, exactement, comme à l'école.
Je suis sûre que la moitié de notre audience est en train de lever les yeux au ciel en ce moment, hein. Se donner un bon point parce qu'on n'a pas hurlé sur son boss, c'est un peu enfantin, non? C'est totalement enfantin, et c'est précisément pour ça que ça marche. Pourquoi tu crois que l'école utilise ce système ? Pour motiver les gamins? Oui, parce que la ludification, la gamification, ça déclenche des boucles de dopamine. Quand tu t'attribues visuellement une récompense, même un autocollant pour avoir, disons, respiré un bon coup au lieu de tacler un collègue, Ça valide l'effort, en fait. exactement. Et cette petite décharge de dopamine, elle reprogramme ton cerveau. Ton algorithme interne commence à chercher activement des occasions d'être patient juste pour avoir son petit shoot chimique. Ah, je vois la mécanique. On pirate son propre circuit de la récompense pour faciliter la patience. C'est brillant, en vrai. C'est très efficace. Mais bon, la prise de conscience et les petites étoiles, ça reste un outil de mesure. C'est clair. Une fois qu'on a réalisé qu'on est coincé dans une boucle négative, c'est quoi le mécanisme, le volant d'inertie pour s'en sortir concrètement? Le volant, c'est l'intention. C'est vraiment le filtre de l'esprit. L'intention, ça agit comme un gouvernail. Donc, si je comprends bien, l'énergie suit l'intention. Absolument. La physique quantique et plein de traditions s'accordent là-dessus. Une action ou une parole motivée par une intention bienveillante, ça modifie littéralement la charge électrique de notre champ corporel. D'accord, mais comment on applique ça, mettons, dans une conversation hyper tendue au bureau? Par ce que j'appelle la technique du lien esprit-bouche. Oh, j'aime bien le nom. Ça consiste en quoi? Réfléchis. Combien de fois on pollue l'atmosphère d'une pièce par pur automatisme? Une petite plainte inutile, un sarcasme. Beaucoup trop souvent, ouais. Voilà. Donc l'idée, c'est de prendre une fraction de seconde avant de parler et de se demander « Est-ce que ce que je vais dire est porté par une intention utile ?» Ça bloque direct l'énergie toxique. En gros, c'est comme installer un filtre anti-spam entre le cerveau et les cordes vocales. On bloque le courrier indésirable avant qu'il arrive dans l'espace partagé. C'est exactement ça, le filtre anti-spam. Et pour fortifier ce filtre, il y a la pratique de l'observation consciente. Par exemple? L'exemple classique, c'est d'observer une abeille sur une fleur. Ok, une abeille. Ouais, mais pas juste la regarder de loin, faut s'arrêter. Observer comment ses ailes battent, la mécanique complexe, comment elle récolte le pollen. En faisant ça, tes ondes cérébrales passent de l'état d'alerte bêta à un état alpha beaucoup plus zen. Tu ancres ton énergie dans le présent, quoi. C'est magnifique en théorie, cette histoire d'abeilles et de filtre anti-spam. Je sens un mais arriver. Oui, soyons honnêtes. Quand on est coincé dans des embouteillages monstrueux sous la pluie ou qu'une réunion s'éternise, il n'y a pas d'abeilles à l'horizon, hein. On fait comment quand l'environnement est carrément hostile? Dans ce cas-là, on sort l'outil d'urgence, la technique du déclencheur ou point d'équilibre. C'est quoi le principe? C'est basé sur l'ancrage neurolinguistique. Mais attention, ça s'improvise pas en pleine crise. Il faut le préparer avant. Ok, on se prépare comment? Lors d'un moment de paix absolue, genre en méditation ou dans un bon bain chaud, tu vas associer ce relâchement à un stimulus précis. Comme un mot ou une image? Voilà, un mot neutre, comme le chiffre 7, ou une image claire, comme une colombe, et tu répètes cette association, ça déclenche le souvenir corporel de la paix. Ça court-circuite le cortisol. D'accord, c'est hyper puissant. L'esprit est un super centre de contrôle, mais des fois, le mental essaye de se calmer, mais le corps a déjà tout emmagasiné. J'ai les mâchoires serrées, les épaules nouées, l'énergie est physiquement bloquée, tu vois. Je vois très bien. Et là, le corps devient notre terrain de jeu le plus direct. L'une des techniques les plus dingues pour ça, c'est le nettoyage par l'eau. Juste, se laver les mains? Pas seulement. C'est pas juste symbolique. Quand tu passes tes mains sous l'eau fraîche avec l'intention d'évacuer le stress, tu stimules tes terminaisons nerveuses. Le choc thermique agit sur le système parasympathique. Ça fait un reset. Un redémarrage forcé du système, en gros? Exact. Et la variante hardcore, c'est de sortir délibérément sous une pluie fine, s'il n'y a pas d'orage évidemment, et de laisser l'eau rincer physiquement la tension. C'est fascinant parce que c'est à la fois un acte hyper spirituel et une réaction purement physiologique. Et pour le mouvement, parce qu'on dit souvent qu'il faut secouer l'énergie. Absolument. T'as déjà vu un animal sauvage se secouer dans tous les sens après avoir échappé à un prédateur? Ouais, les chiens font ça tout le temps après une petite frayeur. Exactement. C'est pour décharger l'adrénaline. Pour nous, la danse décomplexée joue ce rôle. Tu mets de la musique chez toi et tu danses sans aucune inhibition. Sans se soucier de la chorégraphie, on est d'accord. Surtout pas de choré. Faut se désarticuler, chanter à tue-tête et surtout chanter faux. L'absence de jugement brise les schémas de tension musculaire. Donc sauter partout sur de la mauvaise pop dans son salon, c'est pas juste un défouloir un peu ridicule, c'est une vraie intervention neurologique. Mais totalement.
C'est très sérieux. Et si on veut un truc plus structuré, on a l'exercice de l'étirement ultime. Ça sonne intense. C'est quoi? Tu t'agenouilles, tu respires profondément, puis tu te lèves lentement en tendant les bras le plus haut possible comme pour repousser le plafond, et tu redescends vite. En accélérant, tu crées un afflux d'oxygène massif. Ça réveille la vibration directe. Waouh! Et à l'inverse, pour ceux qui se sentent trop électriques, trop éparpillés. Là, on passe à l'ancrage à la terre, ce qu'on appelle le earthing. Marcher pieds nus dans l'herbe ou le sable. Il y a un vrai échange d'électrons avec la terre qui neutralise les radicaux libres. Et on visualise l'énergie descendre par les pieds, c'est ça? Exactement, le trop-plein nerveux s'évacue. Mais laisse-moi soulever un point hyper important. Tout ça, ça implique une certaine liberté de mouvement. Oui, tout à fait. Que se passe-t-il pour ceux qui ont des limitations physiques, tu vois, des douleurs chroniques, et qui peuvent ni danser, ni faire de grands étirements? Ils sont condamnés à garder une énergie stagnante. C'est une question vitale. Et heureusement, les neurosciences nous donnent une réponse magnifique. Le cerveau ne fait aucune différence entre un mouvement physiquement exécuté et un mouvement intensément visualisé. Vraiment? Aucune différence. C'est le principe des neurones miroirs, utilisé par les athlètes de haut niveau. Si tu peux pas bouger, tu fermes les yeux et tu imagines tes bras s'étirant vers le ciel avec une clarté absolue. D'accord, l'imagerie motrice fait le travail à la place des muscles. Oui, l'intention, avec une visualisation super riche, ça déclenche la même libération d'endorphines. C'est hyper rassurant de savoir que le pouvoir reste toujours dans notre esprit. Très bien. Alors, on a reprogrammé l'algorithme mental. On a nettoyé le corps. C'est quoi l'étape ultime pour faire exploser notre énergie vers le haut? L'étape ultime, c'est l'émerveillement et le jeu. C'est vraiment l'appel de l'enfant intérieur. Ah, j'adore cette idée. On commence par quoi? Par le son. La science prouve que la vibration tonale, comme le simple fait de fredonner, ça stimule directement le nerf vague. Chacun a un son naturel, un petit murmure apaisant qui résonne dans sa cage thoracique. Le pouvoir de s'auto-apaiser juste en vibrant, c'est fou. Et on avait aussi parlé des bruits blancs, non? Ouais. Écouter le vent dans les arbres, ça calibre ta fréquence sur celle de la nature. C'est très stable. Et dans un registre un peu plus inattendu, on a évoqué l'idée des vêtements vibratoires. J'avoue que celle-là, elle me fascine. L'idée de mettre des chaussettes complètement ridicules sous un costume de banquier. Ah, mais c'est pas qu'une blague. C'est ce que la psychologie appelle la cognition incarnée. Ce qu'on porte influence notre façon de penser. Donc mettre des chaussettes avec des petits canards jaunes, ça aide. Absolument. Cacher un élément ludique, ça agit comme un petit acte de rébellion intérieure. C'est ton secret. Et ça génère une bulle de joie subtile toute la journée. C'est fascinant, parce que les enfants font tout ça intuitivement en fait. Ils mettent des bottes de pluie en plein été, ils chantent faux dans la rue. Et ils vont sur une balançoire sans se demander si c'est productif. Exactement. Et nous, adultes, on passe notre temps à réprimer tout ça. Pour avoir l'air responsable, sérieux, en cherchant à faire pro, on étouffe notre énergie vitale. C'est vraiment le drame de l'adulte moderne. La routine sclérose l'énergie. C'est pour ça qu'il faut s'autoriser le jeu pur. Aller sur un toboggan ou juste briser le pilote automatique par un acte extraordinaire. Un acte extraordinaire, genre quoi? Derrière toi dans la file d'attente. Offrir un sourire inattendu à un inconnu. Oh, créer de la joie chez l'autre, ça élève notre propre fréquence. Physiologiquement, ça libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, chez celui qui reçoit, mais aussi chez celui qui donne. C'est un propulseur vibratoire absolu. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Élever sa fréquence vibratoire, c'est pas, je sais pas, partir faire une retraite silencieuse de 10 ans sur une montagne. Non, pas du tout. C'est une accumulation de micro-décisions au quotidien. C'est choisir le filtre anti-spam avant de parler, laver sa colère sous l'eau du robinet, mettre des chaussettes ridicules. Exactement. C'est un processus qui se fait à petits pas. Et si on trébuche, si on cède à l'angoisse ou à la colère, la pire chose, c'est de culpabiliser. Ouais, parce que la culpabilité, ça vibre hyper bas, j'imagine. Très, très bas. L'antidote, c'est la compassion envers soi-même. On constate la chute, on en sourit et on fait un nouveau petit pas vers la joie. Je voudrais laisser notre audience sur une réflexion vertigineuse pour clore cette plongée. Si nos pensées et nos petites actions ludiques modifient notre champ énergétique et que ça irradie autour de nous. Ouais. Imaginez un instant ce qui se passerait si une ville entière décidait d'appliquer ces mécanismes en même temps. Si, à la même heure, des milliers de personnes activaient leur ancrage mental 7, chantaient faux dans leur voiture ou payaient le café d'un inconnu. Ce serait incroyable. À quoi ressemblerait cette onde de choc massive d'optimisme invisible sur la réalité physique d'une société ?
C'est une pensée à garder en tête la prochaine fois que vous enfilerez des chaussettes improbables. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner.